bonne pratique qui est en cours de rédaction. Donc voilà, tout ce que je vais vous présenter, c'est pas totalement terminé. Donc s'il y a des réactions d'ailleurs sur ce qu'on vous présente, c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc c'est un projet qui a démarré en 2015. Donc moi je fais partie d'une association qui s'appelle Nord Nature Chico Mendes, qui est basée à Lille, dans le Nord. La réflexion elle a été menée avec deux partenaires, donc le constructeur Rabot du Tilleul et l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, avec Guillaume ici présent. On s'est réunis en se disant que souvent les constructeurs nous demandaient d'intervenir pour des conseils sur la biodiversité une fois que les chantiers étaient quasiment terminés. En gros, notre rapport de conseil, je mets des gros guillemets, ne servait plus à grand chose puisque le chantier était quasiment terminé. Donc même si on avait des conseils à apporter, c'était un petit peu trop tard. Donc pourquoi pas se concerter un petit peu sur comment préserver cette biodiversité, comment faire avec la biodiversité en phase chantier. Donc par la suite, on a déployé un petit peu le partenariat en se tournant vers la LPO pour la création de ce guide, donc qui maintenant sont co-auteurs avec nous. Donc ensuite, on a cherché des partenaires techniques et financiers. Actuellement, en partenaire technique, on a l'EPF et le CEREMA qui nous accompagnent sur la rédaction du guide. On a également EGF BTP, Rabot du Tilleul, Vinci, Construction, Bouygues Construction et Eiffage qui nous accompagnent sur... c'est pareil, c'est des partenaires techniques et financiers sur le guide. Et on a également le ministère de la Transition écologique et la Fondation Gensina qui nous ont accompagnés financièrement sur ce guide. Donc là, on est en cours de rédaction. Normalement, il est terminé d'ici 3 semaines à peu près, donc à la fin de l'année, pour une présentation normalement en avril 2019. Voilà. Donc, dans un premier temps, au-delà du guide, le guide, normalement, il va s'adresser à toutes les entreprises de chantier, mais aussi tous leurs partenaires. L'idée, c'est que le guide aille très bien de main en main, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les paysagistes, mais aussi très bien le personnel qui est sur le chantier. On s'est dit que potentiellement avoir quelque chose d'un peu plus pédagogique serait le bienvenu. Donc en fait, on a pensé à cette vidéo dans l'idée d'introduire le guide d'une première part. Donc vous voyez, c'est très succinct, c'est très simple, des mots très simples. On n'a pas fait de chichi. On vulgarise fortement le contenu, histoire que ça soit accessible à tous et qu'on fasse une entrée en matière pour aller un petit peu plus loin avec le guide derrière. Donc cette vidéo, elle sera sur un CD qui sera avec le guide. Donc le guide, il sera composé d'un livret d'accompagnement dans lequel, d'une dizaine de pages, donc en gros c'est une grosse introduction sur le guide qui va parler de la biodiversité en ville, donc introduire cette notion, parler de tous les aspects réglementaires qui sont, donc on l'a évoqué, que c'est un petit peu compliqué au niveau de la phase chantier pour la réglementation, donc il y a des choses très cadrées et des choses où on se perd un petit peu. Donc comment se retrouver dans les différentes fiches techniques qu'on a par la suite, sachant que ce guide, pour nous, il y a 3 objectifs importants. C'est amener les entreprises du bâtiment et leurs partenaires vers une réflexion sur la prise en compte de la biodiversité, mais même au-delà de la réglementation, c'est-à-dire prendre en compte la biodiversité ordinaire, pas forcément patrimoniale, pas forcément protégée, mais qui est quand même présente et importante dans le milieu urbain. Essayer de convaincre de la faisabilité, d'entreprendre une démarche volontaire d'engagement et d'action en faveur de la biodiversité. Ce qui permet aussi de donner des outils pour que chaque acteur des chantiers puisse s'impliquer dans la préservation de la biodiversité, donc à son échelle, au moment du chantier, donc à quel moment cette personne-là intervient et qu'est-ce qu'elle peut faire. Donc ensuite, après le livret d'accompagnement, il y a des fiches techniques qui seront réparties en 5 thématiques. Donc pour l'instant, il y a 11 fiches techniques. Alors ce que je vous propose, ça peut encore bouger. Hein. C'est pour ça que je prends un peu de pincettes. Donc 11 fiches techniques et surtout, on veut illustrer ces fiches techniques avec des retours d'expérience concrets, justement, qui émanent des constructeurs qui sont partenaires sur la rédaction du guide.
Donc on a une première thématique processus qui englobe 3 fiches techniques. Donc déjà savoir se poser les bonnes questions en amont du chantier. Alors il y a les questions réglementaires, mais par exemple si mon projet n'est pas soumis à une étude d'impact, là justement les bonnes questions à se poser, c'est est-ce que j'en fais une quand même, qui je contacte, comment ça se déroule, à quel moment je dois intervenir pour faire cette étude, quels impacts ça aura sur mon chantier derrière, enfin etc. Donc là, c'est vraiment savoir se poser les bonnes questions. Ensuite, une deuxième fiche sur les précautions et organisation du chantier. Donc une fois qu'on a déterminé les enjeux de notre chantier, enfin les enjeux en matière environnementale sur notre chantier et de préservation de la biodiversité, quelles précautions je vais prendre sur mon chantier et comment je vais l'organiser pour essayer de préserver au maximum la biodiversité locale. Et une troisième fiche sur communiquer, sensibiliser et former les acteurs du chantier. Donc là, vraiment, comment on sensibilise toute la chaîne de prise de décision, que ça aille du compagnon sur le chantier, au paysagiste, au maître d'ouvrage, etc. Donc à chaque fois, je vais vous montrer des petits retours d'expérience qui illustrent un petit peu ce qu'on aimerait montrer dans le guide. Donc là, par exemple, c'est Rabot du Tilleul donc c'est un chantier de construction d'une plateforme logistique Décathlon dans le Nord, à Lompré. Donc là, ils ont fait une étude préalable avec un bureau d'études. Donc ils ont trouvé sur là où vous avez de la rubalise, en fait, des espèces d'orchidées, donc l'Ophrys abeille et l'Orchis pyramidalis, donc une espèce protégée et une espèce patrimoniale. Et donc là, en amont du chantier, ils ont déplacé les bulbes, le secteur d'orchidées sur un secteur qui ne serait pas du tout impacté pendant le chantier. Donc là, il y a eu un calendrier d'intervention de menée, à quelle période on peut déplacer les bulbes. On ne commence pas le chantier et on n'intervient pas sur ce secteur-là avant d'avoir déplacé l'espèce, etc. Il y a eu une sectorisation du chantier très marquée. Il y a une sensibilisation de tous les techniciens, enfin de tous les agents de chantier, justement sur le secteur qui était marqué, ne pas y intervenir. Enfin voilà, ils ont été sensibilisés. Et il y a eu un suivi de la part du bureau d'études sur tout le chantier, toute la phase chantier, et après, pour voir la reprise, justement, de ces espèces-là. Par exemple, sur la fiche numéro 3, où je vous parlais de communication, sensibilisation, Vinci Construction a mis en place, alors au même titre que le quart d'heure sécurité, un quart d'heure biodiversité. Donc c'est-à-dire qu'au niveau des équipes, chaque semaine, il y a un petit quart d'heure biodiversité. Alors, on choisit un sujet, donc on fait un constat, on introduit ce sujet-là. Quelles conséquences techniques et financières ça peut, la présence, par exemple, d'une espèce peut avoir sur le chantier. On essaye de rendre le groupe qui est sensibilisé acteur de la préservation. Donc notamment, ça a pu se voir, certaines fois, il y avait des nids. Donc on allait montrer sur le site où c'était, où est-ce qu'il fallait faire attention. On les rend un petit peu acteurs. Et puis, il y a des éléments pédagogiques. Donc par exemple, des petites fiches qui sont distribuées ou alors des petits panneaux qui sont mis, histoire de se souvenir du quart d'heure de la semaine. Ensuite, on a une thématique sol, sur la protection du sol sur le chantier. Donc, ça a été très rapidement évoqué dans la vidéo, mais on parle de la protection de la terre végétale, des apports extérieurs, comment préserver le sol sur le chantier, donc sur la phase chantier. Ensuite, une thématique faune et chantier, donc avec une fiche sur la vigilance en phase de déconstruction. Donc notamment, avant de déconstruire un bâtiment, ça serait bien d'aller voir s'il y a des espèces qui sont dedans. Si on en a, qu'est-ce qu'on fait? Mais il peut s'avérer qu'au moment de la déconstruction, on trouve des traces qui n'avaient pas été identifiées avant, donc des pelotes de réjection, des fientes, ou un nid sur un toit qui a été fait... qui a été fait en attendant que la déconstruction commence. Donc comment on gère cet aléa en phase de déconstruction? Si on est face à ça, comment on s'adapte et qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, une fiche sur protéger la faune sur le chantier. Alors là, ça va de la thématique, donc ce que vous avez vu, les histoires de pièges à faune, donc les petits seaux pleins d'eau, les secteurs où on a des vrais pièges, à gérer un aléa. Donc là aussi, on a une espèce qui arrive qui n'était pas prévue, qui n'était pas prévisible sur le chantier. Comment on s'organise? Et on parle aussi de tout ce qui est perméabilité du chantier.
Est-ce qu'on souhaite que notre chantier soit perméable ou imperméable à la faune? Est-ce que si on se trouve clairement sur un corridor écologique, on ferme complètement notre chantier? Enfin voilà, en fonction des cas de figure, on va proposer des alternatives, des conseils. Donc là, par exemple, dans le cas d'un chantier, donc là, c'était des déconstructions d'un petit quartier de maisons pour créer des boutiques. Donc c'est Eiffage qui gérait ça, dans les Bouches-du-Rhône. En fait, avant de déconstruire, il y a eu un bureau d'études qui est venu faire une expertise pour savoir s'il n'y avait pas des chauves-souris qui étaient positionnés dans ces vieux bâtiments. Donc, de base, quand ils n'ont pas trouvé de chauves-souris dans les secteurs favorables, ils les ont rendus justement inattractifs pour la suite, pour pas qu'il y ait d'installation durant toute la phase d'attente avant la déconstruction. Et puis, si des chauves-souris avaient été vues, il y a eu soit des captures, s'ils y sont arrivés, et ensuite ils les ont déplacés, soit justement il y a eu des systèmes d'effarouchement pour les faire partir de là. Donc voilà, donc ça c'est des mesures qui ont été prises plusieurs semaines avant la déconstruction des bâtiments, histoire de s'assurer qu'il n'y ait pas de chauves-souris présentes au moment de la déconstruction. Donc quand ils ont fait l'étude, voilà, ils ont observé 18 chauves-souris dans les bâtiments, donc au final ça valait le coup. Ensuite, une thématique flore et chantier, après la faune. Donc, une fiche sur la protection de la végétation et conserver l'existant. Donc là, d'une part, on veut montrer qu'en conservant certains éléments existants sur un chantier, on peut gagner du temps et de l'argent, plutôt que d'enlever des arbres pour en replanter après. Il y a peut-être moyen de conserver certaines choses. Et puis, justement, ce patrimoine qui va être conservé, comment on peut le protéger durant tout le chantier pour pas trop y porter atteinte. Il y a également une fiche sur contrôler et éviter l'installation des plantes exotiques envahissantes. Donc là, on a même des exemples d'un constructeur qui nous disait nous, on a des potagers dans les chantiers où des fois, il y a des espèces exotiques envahissantes qui s'installent dans les potagers de chantier. Donc voilà, c'est des petites choses où, au-delà des grosses zones très perturbées, on a aussi la base de vie du chantier qui peut être concernée. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui est évoqué. Et puis une dernière thématique, alors habitat, ou en tout cas comment faire avec la dynamique du chantier. Donc là, on a 3 fiches. Une fiche sur la végétalisation temporaire et le préverdissement. Donc là, je pense que vous aurez des notions cet après-midi qui seront évoquées avec Guillaume Lemoine. Une fiche sur profiter de l'aspect dynamique du chantier pour favoriser une biodiversité temporaire et permanente. Donc là, montrer qu'on peut, en fonction du calendrier, des actions qui sont menées et même des outils, on peut, par exemple, tout en amont du chantier, prévoir la création d'une mare. Et il n'y a pas besoin forcément d'un nouvel investissement. On a peut-être le matériel directement sur le chantier pour faire cela en amont. Et pareil pour la biodiversité temporaire. Et puis après, on a une dernière fiche. Alors là, c'est vraiment sur un zoom sur la création de mares permanentes. Parce qu'en fait, c'est des choses qui revenaient constamment dans les discussions avec les constructeurs. C'est des milieux en fait, qui sont souvent sollicités, enfin en tout cas pensés en amont des chantiers au niveau de la création. Donc voilà, ça a été un petit peu plus détaillé dans une fiche. Donc, par exemple, sur la thématique flore et chantier... Julie, il te reste 2 minutes. C'est très bien, j'ai presque fini. Super. Sur la thématique flore et chantier, Bouygues Construction a fait la rénovation du zoo de Vincennes. Et donc, ils ont fait un prédiagnostic du patrimoine arboré. Ils ont réalisé une base de données sur justement ce patrimoine. Ils ont vu qu'il y avait 682 arbres à conserver. Et donc, pour inclure cette action-là vraiment dans l'ensemble de la chaîne de décision, ils ont nommé un responsable arbre sur le chantier. Donc, c'est quelqu'un du chantier qui se préoccupait de cette action de protection et de conservation, donc qui suivait ça d'assez près. Donc, il y a des protections qui ont été mises en place, donc, comme vous le voyez, là, les petites barrières en bois. Et puis, les compagnons, ils ont été sensibilisés sur le chantier à cette action. Donc là, on a eu toute une procédure menée de bout en bout. Voilà, j'en ai terminé.